La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Bonjour à tous, aujourd'hui un podcast autour de la question de la soutenabilité de la sécurité sociale. Et je suis accompagné par David Warup. Bonjour David. Bonjour Dominique. Et nous allons tous deux essayer non pas de traiter au fond, mais au moins de présenter les principaux aspects de cette question de la soutenabilité de la sécurité sociale en France. Pourquoi a-t-on mis à l'ordre du jour cette question de soutenabilité ? Qu'est-ce qu'on entend par ça ? C'est la capacité à pouvoir faire durer ce système au-delà des générations actuelles. La question de pouvoir léguer cet héritage transmis par des générations précédentes aux générations futures. Et on va beaucoup parler aujourd'hui de la soutenabilité financière, même si il n'y a pas que cette forme de soutenabilité, certainement. Et notamment, j'avais évoqué dans un précédent podcast la question de la soutenabilité démocratique, c'est-à-dire c'est un système construit démocratiquement. Il faut aussi que l'ensemble de la population continue à le porter. Il faut aussi que ce système soit conciliable avec les autres enjeux d'une société. Par exemple, un enjeu évident, c'est sa compatibilité avec le sujet de la transition écologique et comment on arrive à penser tout à la fois une société de transition écologique et une société sécurité sociale. Au-delà de ça, il faut dire que cette question de soutenabilité est très présente dans la réflexion sur les politiques de sécurité sociale pour deux raisons. La première, c'est l'importance même de la sécurité sociale dans les finances publiques de la France. C'est le premier poste des finances publiques de la France aujourd'hui, lorsqu'on regarde les dépenses et les ressources bien devant l'État ou les collectivités locales, qui sont les deux autres grands postes qui composent les finances publiques de la France. Et aujourd'hui, avec 700 milliards d'euros de dépenses et un peu moins de recettes, puisqu'il y a un tout petit peu de déficit, on y reviendra, eh bien, c'est de loin le premier poste de dépenses et de recettes publiques. Comment on caractérise des recettes publiques et des dépenses publiques ? C'est des ressources qui viennent de prélèvements obligatoires, c'est-à-dire qui ne sont pas consentis délibérément par les concitoyens, mais qui sont décidés par les représentants de la nation à travers les lois, les décrets, et ce sont notamment des cotisations, mais aussi la CSG, la contribution sociale généralisée, du côté de la sécurité sociale. C'est l'ensemble de ces éléments qui forment des contributions publiques et des dépenses publiques, des dépenses qui sont donc à la charge de la sécurité sociale, qui est une administration publique, même si les agents de la sécurité sociale ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des agents de droit privé, mais c'est considéré comme des administrations publiques, parce qu'elles sont en situation de monopole et disposent de ressources publiques et sont gérées par des personnes qui sont nommées par l'État. Et ces finances publiques de la France, elles vont pas si bien que ça. Et donc, on ne peut pas considérer aujourd'hui le sujet des finances publiques de la France sans regarder le sujet des finances sociales, qui, comme je l'évoquais, forment plus à peu près la moitié de ces dépenses publiques. Mais le second élément, c'est l'élément qui est lié à la philosophie de la sécurité sociale même. Et donc, la question de la soutenabilité, c'est évidemment un sujet de solidarité vis-à-vis des générations futures. Est-ce que ce système conçu pour nos générations, nous sommes capables de le transmettre aux générations futures et dans un état de fonctionnement tel qu'ils pourront aussi en bénéficier pour l'ensemble de leur vie, pour leur vie de famille, pour leurs soins, pour leur retraite? Est-ce que nous sommes capables de transmettre ce système? On voit bien que c'est la philosophie même de la sécurité sociale qui est en jeu. Notamment, par exemple, dans le système de retraite, qui est un système de retraite en France de ce qu'on appelle par répartition, c'est-à-dire que les cotisations des actifs d'aujourd'hui servent à payer les pensions de ceux qui ont précédemment travaillé et acquis des droits au fur et à mesure de leur travail avec leurs propres cotisations. Et donc, les cotisations versées par les actifs d'aujourd'hui sont immédiatement redistribuées en pension, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas mis de côté pour leur propre future retraite, comme ça serait dans un système qu'on appelle système de capitalisation. Mais on va inscrire sur leur compte retraite des droits, mais des droits qui seront honorés par les générations futures
qui elles-mêmes vont travailler et vont donc à un moment donné cotiser et payer les pensions des actifs d'aujourd'hui. Donc c'est un système de solidarité intergénérationnelle. Et donc la question de la soutenabilité, c'est vraiment la question de la capacité de transmettre ce système aux générations futures. Et je dirais simplement, avant de passer la parole à David, je voudrais dire que la philosophie du système, elle est très proche finalement du sujet justement de transition écologique que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous avons des ressources qui sont limitées. Et est-ce que nous épuisons ces ressources ou nous sommes capables de fonder une société qui garantit la transmission de ces ressources aussi aux générations futures? Et je pense que la philosophie de la sécurité sociale et de la transition écologique, finalement, sont très proches l'une de l'autre. Mais maintenant, je pense qu'il faut qu'on évoque justement comment se pose la question de la soutenabilité aujourd'hui. Et je passe la parole à David. Merci Dominique. Alors évidemment, effectivement, la soutenabilité est une question fondamentale pour la sécurité sociale, mais plus globalement pour l'ensemble des finances publiques. On retrouve ce type d'enjeux et notamment de contraintes financières. Dans le domaine de la sécurité sociale, cette question est peut-être encore plus prégnante, notamment parce que la sécurité sociale, comme vous l'avez évoqué, regroupe, dans un précédent podcast, regroupe un certain nombre de dépenses qui sont très liées avec le vieillissement et qu'on est en plein dans une phase de vieillissement de la population. Alors pour illustrer un petit peu le propos, imaginons une situation théorique où on est à l'équilibre des finances sociales, c'est-à-dire que les recettes permettent de financer l'ensemble des dépenses de la sécurité sociale. Petite parenthèse, c'était la situation en 2019, juste avant la pandémie qu'on a connue, donc c'est pas complètement irréaliste de se mettre dans cette situation. La soutenabilité, ça veut dire la capacité pour la collectivité d'avoir une dynamique des recettes qui miroite la dynamique des dépenses. Ce qu'on a pu observer pendant un certain nombre d'années et de décennies, ce qu'on observe de moins en moins parce qu'on a des contraintes depuis maintenant plusieurs décennies, tant du côté des dépenses que du côté des recettes. Alors sur les dépenses, on peut rappeler que l'essentiel des dépenses de sécurité sociale sont des dépenses liées soit aux pensions de retraite, soit aux dépenses de soins et à l'assurance maladie. Sur ces deux postes-là, on a des dynamiques de dépenses qui sont relativement élevées. Sur les retraites, évidemment, avec l'arrivée à l'âge du départ à la retraite des générations nombreuses du baby-boom, avec des questionnements sur le ratio démographique, le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités, l'augmentation des pensions liée au fait que les nouveaux pensionnés ont fait des carrières complètes. Donc une dynamique forte de dépenses. Du côté de l'assurance maladie, on a là aussi un enjeu lié au vieillissement, puisque les dépenses de santé augmentent avec l'âge, et donc quand la population vieillit, la dynamique des dépenses croît d'autant plus vite, mais aussi parce qu'on a des exigences sociales de plus en plus importantes, du progrès technologique à l'hôpital et dans le système de soins, des molécules innovantes, des maladies chroniques, et on a même parfois des pandémies qui viennent contribuer à une explosion peut-être ponctuelle des dépenses. Sur les autres domaines qui sont plus petits, que ce soit l'assurance chômage, la dépendance, on a aussi des dynamiques de dépenses relativement élevées. Du côté des recettes, en revanche, la dynamique elle est un peu plus faible que ce qu'on a pu observer sur les décennies passées. Comme on est dans une situation où on a déjà des taux de prélèvement obligatoires relativement élevés, on est depuis 30 ou 40 ans dans une situation d'économie ouverte dans laquelle l'enjeu des prélèvements obligatoires revêt une importance fondamentale, plus une politique d'exonération et d'allègement généraux de cotisation pour les employeurs qui est destinée justement depuis plusieurs décennies à augmenter la compétitivité de l'économie française. Et on voit bien qu'on a un effet de dynamique des dépenses d'un côté et de ralentissement de la dynamique des recettes de l'autre, qui crée un vrai problème de soutenabilité des finances sociales, d'autant plus quand on pense au sujet qu'on évoquera tout à l'heure, de la dette. Alors aucun de ces problèmes n'est impossible à résoudre, mais aucune des solutions envisageables n'est parfaitement simple. Merci David. Alors peut-être maintenant on peut se poser la question de comment est pilotée cette soutenabilité en France. C'est quoi le système de gouvernance de la sécurité sociale qui est aujourd'hui présent dans nos institutions? Alors la première chose importante à rappeler, c'est la notion d'équilibre par branche de la sécurité sociale. Je rappelle que donc il y a plusieurs branches de la sécurité sociale: maladie, vieillesse, accident du travail, famille et maintenant autonomie. Eh bien, la première idée, c'est que chaque branche est censée s'équilibrer. C'est-à-dire qu'elle a des ressources égales à ses dépenses. Et donc des ressources affectées. C'est un système où on a des ressources affectées, des cotisations ou d'autres formes de prélèvements
à des dépenses et on regarde cet équilibre. On a créé en 1979 en France une institution qu'on appelle la Commission des comptes et qui faisait le point en toute transparence devant les Français de cette situation donc d'équilibre de chacune des branches de la sécurité sociale. Mais ensuite, on a souhaité aller plus loin dans le pilotage, parce que ça, la Commission des comptes, elle ne faisait finalement que faire l'état des lieux. Et on a souhaité donner au Parlement la possibilité de piloter cette soutenabilité à travers une loi financière qu'on appelle la loi de financement de la sécurité sociale, qui a été introduite en France par une réforme de la Constitution en 1995. Et maintenant, donc en France, on a 2 lois financières importantes de finances publiques, la loi de finances de l'État, d'un côté, et la loi de financement de la sécurité sociale. C'est une situation assez originale par rapport à d'autres pays. La France est un des seuls pays au monde à avoir cette construction des finances publiques avec 2 entités, 2 moments différents. Et nous avons souhaité ça, et je dois dire d'ailleurs, moi notamment, lorsque j'exerçais des fonctions à la direction de la sécurité sociale, j'ai poussé vers ça pour maintenir un débat démocratique et une identité forte du sujet sécurité sociale dans le débat public en France. Donc, on a cette loi de financement de la sécurité sociale, qui est une loi annuelle, et chaque année, le Parlement vote des objectifs de dépenses et des montants de recettes. Alors, je parle d'objectifs de dépenses, c'est une notion différente de ce qui existe en loi de finances de l'État, c'est-à-dire que le Parlement ne vote pas un niveau de dépenses limitative, ce qui est le cas lorsqu'il vote des dépenses du côté du budget de l'État. Et ça, c'est important par rapport à la philosophie de la sécurité sociale, parce que la sécurité sociale, c'est quoi ? C'est une série de droits objectifs ouverts aux personnes. Et par exemple, des droits à être remboursé si je vais chez les médecins ou à être remboursé de médicaments si j'ai une ordonnance donc du médecin pour ces médicaments. Et donc, par définition, on ne peut pas encadrer ces droits dans une enveloppe prédéterminée en disant à un moment donné « Ah, stop, vos droits ne marchent plus parce que l'enveloppe, elle a été dépassée. » C'est pour ça qu'on parle de objectifs de dépenses et non pas de dépenses limitatives. C'est une notion très importante dans la construction des équilibres de recettes-dépenses. Et pour autant, il faut évidemment essayer de respecter ces objectifs et c'est tout l'objectif des politiques de soutenabilité. Alors ensuite, il y aurait beaucoup à dire sur l'efficacité et les limites de ces politiques de soutenabilité en France aujourd'hui. Mais ce qui sans doute caractérise les choses, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est vraiment la notion d'annualité. C'est-à-dire qu'on regarde beaucoup les éléments dans l'année qui vient. Il faut dire que la France est dans une situation pas extraordinaire vis-à-vis des objectifs européens en termes de finances publiques. Donc, elle doit rendre des comptes à l'Europe par rapport aux objectifs qui sont fixés à l'ensemble des membres de l'Union européenne et notamment de ceux qui ont adopté l'euro. Et donc, elle doit rendre compte chaque année. Donc, on a une force de l'annualité qui est très, très forte, qui a des avantages, mais sans doute aussi des inconvénients, parce qu'on y reviendra sur un certain nombre de stratégies, et notamment des stratégies de santé. Eh bien, les bonnes stratégies sont sans doute des stratégies dans la durée. Et notamment, un grand reproche qui est fait au système de l'assurance maladie de soins en France, c'est non pas son efficacité, qui globalement est bonne, même si on commence à avoir des problèmes d'accès aux soins et des problèmes d'attractivité des métiers, j'y reviendrai aussi sans doute, mais le sujet, c'est que c'est très sur la réparation et très peu sur la prévention, par exemple, alors que dans la durée, évidemment, il serait plus efficace, y compris pour les finances publiques, d'avoir une stratégie de prévention beaucoup plus forte. Donc voilà un peu sur le cadre de la soutenabilité en France, l'importance de cette loi de financement, mais très pilotée par la question de l'annualité et de résultats un peu immédiats. Où en sommes-nous ? Et je vais redonner la parole à David pour savoir un peu plus précisément aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation de la France en termes de soutenabilité de la sécurité sociale. Alors la situation actuelle, Dominique, ça dépend ce qu'on appelle par actuel. Il y a encore à peine un an, on espérait être en train de sortir de la pandémie du Covid, mais on n'était pas complètement certain. Avec le recul et d'autres épisodes majeurs, on peut dire qu'on en est sorti, mais c'est vrai que les années 2020, 2021 et encore 2022 ont été marquées par les impacts de cette pandémie. Si on revient un tout petit peu juste avant cette pandémie, la question de la soutenabilité était en passe peut-être d'être résolue, puisqu'en 2018 et 2019, la sécurité sociale avait retrouvé l'équilibre. Il y avait des déficits d'à peu près 1 milliard et demi d'euros en 2018-2019, c'est-à-dire sur un ensemble de 600 milliards ou 700 milliards de dépenses, l'équilibre.
Je reviens un petit peu sur cette phase juste avant la pandémie parce que c'est un phénomène remarquable. On avait connu un déficit record de la sécurité sociale au lendemain de la crise financière de 2008-2009, avec un déficit qui avait atteint presque 30 milliards d'euros en 2010. Et on a mis 9 ans, certes, 8-9 ans, pour revenir à peu près à l'équilibre. Mais ce retour à l'équilibre ne s'est pas fait spontanément, en claquant des doigts, ou simplement en attendant que ça se passe. Ça s'est fait en utilisant divers moyens sur l'ensemble des branches, à la fois avec des mesures d'économie en dépenses, des mesures d'augmentation des recettes par différents prélèvements. Et donc ça prouve que la sécurité sociale est capable de revenir de déficits importants et de se replacer à l'équilibre. Donc c'est à la fois remarquable et en même temps il faut tout de suite prendre quelques pincettes parce que cette stratégie qui a été mise en place pendant la décennie 2010 n'est pas aisément reproductible, notamment parce qu'on dispose aujourd'hui de moins de marge de manœuvre que ce n'était le cas peut-être au lendemain de cette crise financière. Quoi qu'il en soit, après cet équilibre de 2018-2019, la pandémie est intervenue. Il s'est agi d'une crise totalement extraordinaire pour l'ensemble des Français et du monde, mais aussi de par son impact sur les comptes publics et sur les comptes sociaux. C'était une crise extraordinaire et également révélatrice d'un certain nombre de problèmes qui préexistaient mais qui ont éclaté au grand jour. On peut penser notamment à la situation dans les hôpitaux, extrêmement tendue. On peut également penser à la situation dans un certain nombre d'EHPAD et puis à la situation de précarité d'un certain nombre de nos concitoyens. On a vu les files d'attente pour la banque alimentaire ou ce type de service. Du point de vue de la soutenabilité et des comptes sociaux, ça a eu un effet qu'on appelle l'effet ciseau, avec une augmentation très très forte des dépenses, notamment pour l'assurance maladie, bien évidemment en première ligne pour gérer l'aspect maladie, mais également pour l'assurance chômage, qui a pris en charge un tiers des dépenses d'activité partielle lorsqu'il a fallu confiner l'essentiel de la population. Donc une augmentation très forte des dépenses, notamment sur ces deux branches, et puis une contraction tout aussi extraordinaire des recettes, puisque activité partielle et confinement égale beaucoup moins d'activité, donc beaucoup moins de cotisations. Les conséquences de cette pandémie sur les comptes sociaux, elles ont été extraordinaires, puisqu'on a eu enregistré un déficit en 2020 qui a atteint près de 40 milliards d'euros, c'est-à-dire d'une fois et demie plus que le déficit record précédent datant de 2010. Puis des conséquences durables, puisque on n'a pas réduit le déficit significativement en 2021 et qu'on commence à le réduire en 2022. Alors en 2022, la situation se normalise un petit peu. Les dépenses liées au Covid et à la pandémie ont fortement baissé et on a enregistré, c'est les informations du mois dernier, sur les déficits de 2022, un déficit qui atteint l'ordre de 20 milliards d'euros. C'est un déficit encore très très important, mais beaucoup moins que ça ne l'était en 2020. Alors les suites maintenant où on en est, c'est quand même que on est dans une situation où les comptes sociaux sont encore très dégradés, mais ce ne sont pas les seuls à être très dégradés. L'ensemble des finances publiques est dans une situation très tendue. On peut rappeler que la dette publique totale s'élève à environ 112% du PIB, ce qui est bien plus élevé que dans un grand nombre de pays voisins. Et puis, il y a beaucoup d'incertitudes, des incertitudes à la fois sur la situation du système de santé, les pénuries de médecins, les déserts médicaux, la situation à l'hôpital, potentiellement d'autres maladies ou d'autres pandémies qui peuvent arriver, des incertitudes sur les autres postes de dépenses, même si les dernières nouvelles sont plutôt bonnes en termes d'assurance chômage et que sur les retraites, une loi est en train d'être adoptée. Mais surtout, on est dans une situation qui est caractérisée par l'inflation. Et l'inflation, pour l'instant, en 2022-2023, elle pourrait se traduire par un peu plus de recettes, parce que les recettes, elles peuvent être liées directement au prix. Une partie du financement de la sécurité sociale est assurée par la TVA. Donc, quand les prix augmentent, la TVA aussi, et donc les recettes fiscales peuvent augmenter. Les salaires s'ajustent à la hausse un peu plus rapidement peut-être que les dépenses. Donc, les salaires ont augmenté. Le SMIC a augmenté, les salaires ont augmenté également, avec donc un peu plus de recettes. Mais les conséquences de l'inflation, ça pourrait être des revalorisations significatives d'un certain nombre de prestations qui ne sont pas intervenues tout de suite dès 2022 et qui vont pouvoir intervenir en 2023 et 2024. Et donc, les perspectives, c'est quand même que il va falloir faire des efforts, soit sur les recettes, soit sur les dépenses, soit sur les deux, pour essayer de passer cet épisode de l'inflation et revenir sur une trajectoire
trajectoire progressive de retour à l'équilibre, tout en remboursant la dette sociale importante qui a été accumulée après la pandémie. Je voudrais compléter le propos de David sur le choc subi du fait de la pandémie, sur l'effet dette. Parce qu'évidemment, lorsqu'on a des déficits, ça se traduit par une dette. Et dans le cas de la sécurité sociale, cette dette, elle est logée dans un endroit particulier qu'on appelle la caisse d'amortissement de la dette sociale, qui s'appelle la CADES. Et ça veut dire qu'on finance les intérêts et surtout le remboursement de cette dette sociale à travers des financements dédiés. Notamment, il y a une contribution de remboursement de la dette sociale, la CRDS, mais aussi il y a une partie de la CSG qui va vers cela. Ça veut dire que chaque année, donc, on dépense 17 à 18 milliards d'euros pour financer finalement le remboursement de la dette accumulée à travers les déficits passés. Et on espérait avant la pandémie que cette dette sociale, grâce à ces remboursements, elle pourrait s'éteindre en 2024. C'est un peu notre objectif et on pensait que c'était crédible. Et moi, j'avais à ce moment-là été désigné pour faire un rapport sur l'autonomie et j'imaginais qu'une partie de les sommes ainsi libérées du paiement de la dette sociale, on pouvait les mettre sur le sujet de l'autonomie. Et on voit bien là que lorsqu'on a une dette importante, ça mobilise des ressources qu'on ne peut pas utiliser pour autre chose. Et justement, la pandémie nous a complètement rappelé ça, puisque nouveau déficit, donc accroissement de la dette sociale, et donc finalement, le remboursement de la dette sociale qui devait se terminer en 2024, maintenant, c'est plutôt 2033. Et donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas de ressources mobilisables pour l'autonomie ou pour autre chose entre 2024 et 2033. Et donc, c'est un exemple très précis du fait que avoir des déficits, ça mobilise des ressources pendant des années et des années pour financer des emplois du passé et non pas des nouvelles propositions pour l'avenir, pour les jeunes générations ou pour les problèmes qui vont se poser pour les générations à venir. Donc c'est pour ça que ce sujet de soutenabilité est quand même réellement important. Et je voudrais juste dire en terminant, j'évoquais le fait qu'à mon sens, on est un peu trop dans l'annualité sur ces sujets au jour d'aujourd'hui, alors qu'une partie des solutions est sans doute dans une vision plus de moyen terme, et notamment sur les questions de prévention. Comment on va demain davantage vers une prévention des risques pour limiter les recours finalement au système de sécurité sociale qui sont nécessités lorsque on devient malade, lorsque on devient chômeur, lorsque on a des accidents du travail. Donc la prévention devrait être vraiment un élément beaucoup plus mis en avant. Et puis on a très rapidement évoqué, on y reviendra certainement sur la question des professions financées par le système de sécurité sociale. Et on s'aperçoit que limiter les rémunérations, notamment à l'hôpital, ça a des inconvénients, puisqu'à un moment donné, un certain nombre de professionnels ne veulent plus travailler dans ces conditions. Donc, on est obligé d'améliorer leur situation. On ne peut pas simplement maîtriser la dépense par la maîtrise des rémunérations de celles et ceux qui sont financés par la sécurité sociale. En revanche, on peut sans doute travailler davantage sur la façon dont ils travaillent ensemble, la coordination, l'efficience du système, et c'est sans doute aussi un des enjeux des politiques à venir. Merci beaucoup, David. Merci, Dominique, de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de se replonger sur ces sujets. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.